Bonjour, on est jeudi le 13 juin 2013 et il y a un tel amoncellement de bouquins dans mon bureau, dans la pièce qui me sert de bureau, que j'ai voulu changer un petit peu l'angle du webcam pour qu'on ne voit pas cette accumulation de caisses et de bouquins entassés. Et du coup, on aperçoit, et vous le voyez, je vais un peu vous le montrer un peu mieux, il y a un projet d'affiche là. Vous le voyez, c'est en haut à gauche pour moi, donc c'est oui, c'est en haut à gauche pour vous aussi. Et vous voyez ce que c'est? C'est un super-héros américain qui est en train d'assommer, on ne le voit pas parce qu'il y a l'étagère qui vient sur sa figure, mais c'est Hitler. C'est Hitler dont le visage est complètement déformé par le fait que ce super-héros américain lui a asséné un violent coup du droit apparemment. Voilà. Et l'histoire est amusante, je vais vous la raconter avant de passer à autre chose. C'est que je me suis un jour trouvé chez un peintre américain, californien, qui s'appelle James Jean, qui fait des choses très intéressantes. Et on lui rendait visite parce qu'on voulait acheter un petit truc et on lui achetait un petit truc parce que bon, les grands trucs sont très chers. Et, et il avait ça sur voilà, dans son atelier. Et c'était parce qu'on prévoyait de faire un film à partir d'un roman qui s'appelle Cavalier and Clay et qui est l'histoire d'un dessinateur, scénariste de bande dessinée dans les années 40 qui finit par jouer, dans le roman en question, par jouer un rôle important voilà, dans la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il travaille justement sur des bandes dessinées qui sont des bandes dessinées de propagande anti-nazie. Voilà. Et quand j'avais vu ça, bon, grand amateur de bande dessinée que je suis, je lui avais dit: «Oh, est-ce qu'on peut avoir ça?» Il dit: «Non, non, non, parce que voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec ça parce qu'en fait, le film n'aura pas lieu. On m'avait demandé de faire une affiche pour le film et puis le film n'aura pas lieu.» Et puis il y a quelques années seulement, j'étais en France, j'étais bien rentré en France, on était en, je ne sais pas, 2010 ou quelque chose comme ça. Le dialogue se renoue avec lui. Et je lui dis, moi, il y a toujours un grand regret, c'est de ne pas avoir cette affiche. Je vous avais proposé de vous acheter ce projet d'affiche pour ce film où on voit Hitler complètement, le visage complètement déformé comme un boxeur qui reçoit un uppercut. Euh, et il me dit, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas du tout. Ben, je dis, si le film n'allait pas se faire, on vous avait demandé de faire ça. Et il dit, ça ne me dit rien du tout. Et puis quelques semaines plus tard, il dit, ça m'a intrigué, j'ai cherché, j'ai retrouvé, voilà, c'est là. Est-ce que vous le voulez? Ah, j'ai dit oui, oui, je le veux. Ah, je le veux. Bon, alors, c'est sympathique de voir Hitler assommé comme ça. Ça, c'est pas la réalité, non, ça se passe que dans les bandes dessinées, de cette manière, dans les comics. Alors on vit une époque, on vit une époque intéressante. Voilà, il y a des téléphones qui sonnent de partout, mais je vais les ignorer. Parce qu'évidemment, les gens qui n'arrivent pas à me joindre euh, par le téléphone mobile, évidemment, ils passent aussitôt à la ligne fixe. Mais on continue, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, c'est très très intéressant. Je regardais un truc, c'était l'autre jour, et je me disais, et si maintenant quelqu'un expliquait comment ça se passe vraiment? Voilà. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a eu monsieur Julien Assange, et bon, il n'est pas toujours sorti d'affaires, parce que s'il était sorti d'affaires, il sortirait de l'ambassade de l'Équateur à Londres et il se ferait probablement arrêter. On le verra en Suède pour une affaire de mœurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne passerait pas aux États-Unis où il pourrait être accusé effectivement de haute trahison et passer le reste de sa vie en prison. Le procès a lieu en ce moment de M. Bradley Manning, du Private Manning, qui a transmis à Wikileaks une série de documents importants, mais qui font qu'il est accusé de haute trahison. Alors maintenant, on parle d'un autre monsieur, qui s'appelle Edward Snowden, qui se trouve à Hong Kong, et qui lui a révélé que nous sommes tous sous surveillance. Voilà. Les Américains sont un peu protégés parce que leur gouvernement est obligé de dire que ce n'est pas vraiment eux qu'on espionne, mais uniquement les étrangers. Et alors, je ne sais pas qui vous êtes, qui me regardez, mais vous êtes probablement un des étrangers que les Américains, que le système, la NSA, considère qui est.
un risque potentiel, et dont on peut aller voir absolument tout ce qu'ils font et l'observer de toute manière, au point que la communauté européenne, c'était quoi? C'était hier, a demandé aux Américains si ils utilisaient vraiment l'information qui se trouve dans nos dossiers médicaux, puisqu'ils vont tout regarder. Il y a un petit article en ce moment, il y avait d'ailleurs une vidéo dans la journée sur le Wall Street Journal qui explique que grâce aux nouvelles techniques d'informatique, on peut traiter de l'information comme ça, on peut traiter des milliards d'informations, on peut aller regarder là-dedans, on a des techniques de data mining, ce sont je regarde un peu comme ça parce que malheureusement, moi j'ai fait des choses à une époque qui faisaient un petit peu avancer la technique dans ce domaine, dans ce genre de domaine aussi. J'aurais pas dû, mais on ne pensait pas tout à fait aux conséquences. De la même manière que quand je vois qu'on utilise dans la technique des drones des choses qui me paraissaient passionnantes en intelligence artificielle et où je travaillais là-dessus sans savoir, dans ma naïveté, que je ne travaillais pas pour British Telecom, mais pour le ministère de la Défense anglais, eh bien nous tous, les geeks, comment on nous appelle encore, les nerds et tout ça, d'une époque, eh bien on nous a bien utilisés. Aux États-Unis, on nous utilise comme espions, comme personnes qui vont justement voir dans les données, qui travaillent sur tout ça. Il y a un article très intéressant l'autre jour sur la manière dont Silicon Valley, voilà, le domaine de la. J'ai été interviewé plusieurs fois. Je n'ai jamais travaillé là, mais j'ai eu des entretiens d'embauche et tous ces braves gens, tous nous, tous les gens qui nous mettrions gentiment devant des chars comme à la place Tiananmen, eh bien, voilà, notre cerveau a été utilisé pour tout ce genre de choses. Et donc, monsieur Edward Snowden, pardon, excusez-moi, Edward Norton, c'est un acteur, Edward Snowden est à, est à Hong Kong et il explique comment que si la Chine, effectivement, comme on a beaucoup dit, espionne les Américains avec un certain type de technique, eh bien, elle n'est peut-être pas, entre les États-Unis et la Chine, elle n'est peut-être pas la plus grande coupable parce que lui, comment il sait comment ça marche. Et par conséquent, voilà, ça marche bien de ce côté-là, c'est-à-dire les États-Unis mobilisant des hackers, allant voir ce qui se passe en Chine. On savait déjà avec le fameux programme Stuxnet que, voilà, ce qui se passait, les machines qui avaient été détruites en Iran, en fait, ce sont des machines à faire des bombes atomiques, donc c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein, je dis pas ça, avaient été détruites par des initiatives qui venaient plutôt des États-Unis. Il y a une guerre, c'est pour ça, c'est un livre que j'ai publié il y a presque 2 ans maintenant, hein, sur que j'ai appelé la guerre civile numérique. Ça se passe, c'est en train de se passer, c'est de ce côté-là. On n'en parle pas beaucoup, comme disait un monsieur, un spécialiste, il disait c'est parce qu'on est comme dans les premières années de la guerre froide, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, tout n'est pas encore en place, mais il y a une guerre numérique qui est en train de se passer et c'est plus compliqué que ce qu'on nous dit. Et voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, c'est que, bon, il y a une autre affaire, ça cet après-midi, voilà, on nous dit, il y a un article dans Le Monde, bon, Le Monde, c'est pas, voilà, c'est quand même un journal qui a un pignon sur rue, dans lequel j'écris parfois des papiers, où il y a un article qui dit « Monsieur Cahuzac fusible ». Alors vous vous souvenez peut-être, bon, moi je fais des chroniques pour Le Monde, des chroniques d'économie. À l'époque de l'affaire Cahuzac, je crois que c'était le 4 avril. 4 avril, j'ai eu une tribune libre dans Le Monde. On m'avait appelé en dehors de mon contrat, entre guillemets, de faire des chroniques. On m'avait demandé est-ce que vous voulez parler de l'affaire Cahuzac. J'avais proposé un coming out. J'avais dit, Monsieur Cahuzac n'est probablement pas le seul à tremper dans ce genre d'affaires. Ce qui serait le mieux pour tout le monde, c'est que tous ceux qui ont des comptes en banque dans des paradis fiscaux et qui ont des responsabilités gouvernementales, administratives de haut niveau en France, sortent en même temps, disent voilà, c'est comme ça, j'ai fait partie de ces personnes-là, et qu'on n'en parle plus, laissant au public, c'est-à-dire à vous et moi, à l'opinion publique, le soin de décider qui sont parmi eux les bons et les moins bons, et de voter pour eux à l'avenir ou non. Ça n'a pas été fait, mon petit conseil n'a pas été suivi. Et ce qui sort donc, c'est une information maintenant de quelqu'un qui dit, un whistleblower, un lanceur d'alerte, qui dit, malheureusement,
c'est beaucoup plus commun que juste avoir une personne. C'est toujours la théorie de, on appelle ça en anglais, ça s'appelle la théorie du rotten apple. C'est-à-dire que quand on voit le panier de pommes avec les pommes pourries, il y a quelqu'un qui dit non, non, il y en a juste une qui est pourrie, on la jette et tout le reste est bon. Voilà. C'est une théorie qui marche rarement. C'est rarement comme ça que ça se passe dans le panier en question. Et il y a toujours davantage qu'une pomme qui est pourrie. Au cas, je dirais au cas positif, où il n'y aurait pas, où ce ne serait pas la totalité du panier qui serait concerné. Alors pourquoi est-ce que tous ces gens à qui j'ai dit il vaut mieux sortir maintenant d'un coup, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui leur a dit vous inquiétez pas, on va mettre un fusible et puis les enquêtes vont se terminer. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère surtout pour eux que ce n'est pas le cas. Parce que comme vous le voyez, il y a en ce moment, comment dire, il y a une vague de whistleblowing. Ça blow et ça whistle de tous les côtés, à tous les endroits, il y a quelqu'un qui se sent disposé de dire maintenant j'en ai plein, j'en ai ras-le-bol, voilà. J'en ai plein d'eau, voilà, j'en ai plein d'eau et je vais dire exactement comment ça fonctionne. Et plus il y en a qui le font, plus il y en a d'autres qui vont venir. Et peut-être que tout à coup, on va voir apparaître en surface le système, comment ça marche vraiment. Ça va peut-être apparaître, la transparence va peut-être apparaître, et à ce moment-là, il faudra qu'on tire notre chapeau à des gens comme M. Julian Assange, qui est toujours en situation extrêmement difficile, à M. Bradley Manning, à M. Edward Snowden, et à tous ceux qui vont encore venir, qui se trouvent là, et qui vont dire « Je sais comment ça se passe, et je vais vous le raconter parce que je n'en peux plus ». Vous vous souvenez de ce film, c'est le film Network, où il y a ce très très grand acteur, est-ce que c'est Albert Finney? Je crois que c'est Albert Finney, hein, qui est ce personnage qui dit j'en peux plus, il est présentateur télévision, et il dit j'en peux plus, et il dit aux gens sortez par la, ouvrez la fenêtre, et disent je n'en peux plus, je suis plus prêt à accepter ce genre de choses. Et il me semble qu'il y a une vague qui est en train de se dessiner, que tous ceux qui savent comment ça marche vraiment, sont en train de sortir et de nous expliquer comment ça marche. Et ce n'est pas exactement la manière dont qu'on nous racontait, qu'on nous explique. Il y a effectivement un système qui fonctionne en arrière-plan et voilà. Et la raison pour laquelle on ne nous explique pas, ce n'est pas simplement parce qu'on n'est pas des adultes, mais c'est parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire les choses comme ça. Il y a une part de secret qui est nécessaire, sinon on aurait des guerres tout le temps. Enfin, il y a plein de justifications. Plein de justifications où on nous explique qu'on ne peut pas tout nous dire. Mais c'est amusant parce que le ras-le-bol, il apparaît vraiment partout. Et dans mon papier qui sort dans Le Monde, justement lundi qui vient, dans quelques jours, je parle de ce rapport du Fonds monétaire international qui, bon, c'est encore à fleur et moucheté, comme on dit, hein, c'est pas encore tout à fait expliqué, il faut encore lire un petit peu entre les lignes, mais il y a un certain nombre de gens au Fonds monétaire international qui en ont le ras-le-bol aussi et qui nous expliquent dans ce rapport qui est sorti le 20 mai comment ça marche vraiment au sein de la Troïka, et qui nous disent qu'effectivement, il y a une entente entre Paris et Berlin qui fait qu'on a dû d'abord, déplacer un certain nombre de capitaux avant qu'on puisse vraiment prendre des vraies mesures, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vais terminer là-dessus. Quand ce genre d'affaires, quand ce genre de questions passe devant par exemple, devant une cour constitutionnelle, comme c'est le cas en ce moment en Allemagne, à Karlsruhe, il faut bien savoir il faut bien se dire qu'il existe encore, heureusement, des contre-pouvoirs dans les systèmes où nous vivons, qu'il y a des choses qui obligent quand même les démocraties à se conduire d'une certaine manière comme des démocraties. Et ce sont des recours pour nous, ça nous permet justement de dénoncer quand le système ne fonctionne pas comme il devrait le faire, de le dénoncer, de montrer comment ça devrait marcher en réalité, parce que c'est ça qu'on nous dit, et on nous dit, et on nous, comment dire, il y a beaucoup d'obligations, de devoirs qui sont associés au fait que le système fonctionne de dernière manière, dans la manière dont on nous le présente, donc il faudrait quand même que ça fonctionne de cette manière-là.
Alors, il y a des contre-pouvoirs, il y a des institutions qui sont là pour nous protéger. De ces institutions, il faut dire du bien, parce qu'elles sont là pour nous. Elles sont un dernier rempart, justement, à ce qu'il y ait vraiment deux systèmes, qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait deux vitesses à l'intérieur du système, qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il y a des garanties, heureusement, et ces garanties, nous devons les défendre, nous devons dire que c'est bien. C'est bien que la Cour de Karlsruhe regarde maintenant si c'est vraiment une bonne idée que des décisions politiques, comme de décider que aucun pays ne peut sortir de la zone euro, s'il est normal que ce soit des banques centrales qui prennent ce type de décision, ou si devrait être les politiques, les hommes et les femmes politiques que nous élisons, si c'est eux qui devraient prendre ces décisions. À mon avis, je pense que c'est eux qui devraient prendre ces décisions, pas laisser cela à des bureaucrates qui se cooptent entre eux et qui, en dernière analyse, sont cooptés par le monde de la finance et pas par des citoyens ordinaires. C'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs comme cela, il faut les encourager, il ne faut pas en dire du mal. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. À bientôt.